Bienvenue à toutes et à tous, Madame, Messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où en ce moment à Kinshasa et ainsi qu'à travers tout le pays, tous les candidats à l'élection présidentielle ainsi qu'aux législatives nationales et provinciales sont en campagne. Les candidats en compétition, certains ont présenté les projets-programmes qui vont animer leur action. Nous avons aujourd'hui le privilège de scruter un peu plus le programme présenté par le candidat du Front commun pour le Congo. Nous avons pour cet entretien un des membres de l'une des cellules. Il s'agit de la cellule qui a eu à travailler sur le programme du candidat, professeur Daniel Mukoko Samba, qui est notre invité. Bienvenue. Merci. Et pour animer cet entretien, je serai en compagnie des deux confrères de journalistes congolais. Il s'agit d'Israël Moutala, qui est journaliste sur 7sur7.cd, un site d'information qui est en grande partie visité à la diaspora aussi. Nous avons sur ce plateau Serge Nseka, qui est journaliste d'un journal qu'on appelle, tu veux bien me rappeler ça? Le journal de la ville, Agence Congo Mania. Le journal de la ville. Avec ses confrères, nous aurons 45 minutes d'entretien avec le professeur Daniel Mukoko Samba. Vous ne trouvez pas que ce programme est quand même gigantesque? Gigantesque comment? Le Congo d'abord, il est gigantesque. Le Congo, c'est, on va dire, de Paris, et puis vous frôlez la Russie. Si vous collez la carte du Congo sur la carte de l'Europe, c'est un peu ça. C'est ça la taille du pays. C'est 9 États voisins. 9 États voisins, c'est des défis énormes, des défis sécuritaires, des défis de protection du territoire national. Et n'oublions pas le contexte. C'est un pays qui sort d'une longue période d'instabilité, de conflits armés, période pendant laquelle se sont accumulées plusieurs déficiences sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan économique. Un pays qui a engagé depuis, on va dire, une vingtaine d'années, depuis 1997, des gros efforts de réunification, de reconstruction, parce que n'oublions pas, ce pays aurait pu imploser, il aurait pu se désintégrer, il aurait pu aller en 1000 morceaux. Aujourd'hui, il est resté un, et il faut le reconstruire. Et c'est donc à la dimension de ces défis que ce programme a été élaboré. Vous n'avez pas froid aux yeux pour passer de 5 milliards aujourd'hui, d'un budget qu'on a du mal d'ailleurs à exécuter, à 86 milliards, c'est pas une folie? D'abord, clarifions les choses. On ne parle pas de 86 milliards en un an. On parle de 86 milliards sur 5 ans. Deuxièmement, on ne parle pas des revenus fiscaux et parafiscaux de 86 milliards. Dans ce programme, le coût du programme, c'est 86 milliards, mais il est composé des ressources internes, c'est-à-dire des prélèvements fiscaux et parafiscaux, à concurrence, je pense, de 55 milliards. Et puis, vous avez les autres sources de financement, qui sont principalement les partenariats publics-privés et d'autres modalités de type, on dit en anglais BOT, c'est-à-dire un partenaire qui build, qui construit, qui operates, qui met en œuvre et qui par la suite qui transfère aux propriétaires. Dans ces cas, ça peut être l'État, ça peut être une entreprise du portefeuille. Et puis troisièmement, ce sont les emprunts. Donc, ne dramatisons pas, ne disons pas qu'on fait un bond fou. Passer de 5 milliards à 11 milliards de dollars de ressources internes par an, c'est à la mesure, je pense, du Congo, parce que ne pas le faire, ce serait reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons atteint le maximum de ce que nous pouvons prélever, ce qui n'est pas vrai. Selon vous, pourquoi doit-on vous faire confiance de mobiliser autant quand vous avez incapable de mobiliser des gros budgets comme le font les pays qui vous
qui vous entourent. Vous avez cité 9 voisins et aujourd'hui, en 5 ans, 86 milliards. Dans les 86 milliards, vous avez déjà, je pense, 13 ou 14 milliards sur un seul projet, le projet INGA 3. Et INGA 3, ce n'est pas des ressources internes. INGA 3, c'est un développeur qui va aller lever les fonds sur les marchés internationaux pour réaliser ce projet. C'est des expériences nouvelles dans ce pays. N'oublions pas qu'il y a 2 lois importantes qui ont été promulguées récemment. En 2017, je pense, la loi sur la sous-traitance. Et en juillet 2018, la loi sur le partenariat public-privé. Parce que de quoi parle-t-on? Vous prenons les entreprises du portefeuille que l'on a l'habitude d'appeler les entreprises structurantes, celles qui structurent l'économie nationale. Vous avez la SNCC, le chemin de fer du Katanga vers le Maniema et vers le Kasaï. Vous avez la SCTP avec le port maritime, avec le chemin de fer Matadi-Kinshasa et les transports fluviaux jusqu'à Kisangani, jusqu'à Ilebo. Vous avez la SNEL, vous avez la Régie des eaux, vous avez la GECAMINE, vous avez la SCPT. Ces entreprises, si je prends le cas de la SNCC a besoin d'1 milliard, 1,5 milliard, 1,5 milliard de dollars pour redevenir ce que cette société était il y a de très longues années. La SCTP, c'est pareil. Il faut au moins 1 milliard, 1,4 milliard, 1,5 milliard. Cet argent ne viendra pas du budget de l'État. Mais cet argent peut venir de modalités de partenariat avec d'autres opérateurs. Et ces lois étaient nécessaires. Elles viennent d'être promulguées. Il faut le mettre en œuvre. Et en fait, le candidat Emmanuel Ramazani Shadary, il vient à un moment où ce qui a été planté par Joseph Kabila Kabange, le président Joseph Kabila Kabange, pendant de longues années, vous prenez la libéralisation des assurances, la libéralisation du secteur de l'électricité, parce que l'État seul ne peut pas développer la capacité d'énergie dont ce pays a besoin. Il faut que le privé rentre dans ce secteur. Dans le domaine de l'eau, il y a un nouveau code de l'eau. Donc, il y a un paquet de lois qui ont été promulguées depuis 2008 sur les entreprises publiques, sur les finances publiques, sur les marchés publics, sur l'électricité, l'eau, la sous-traitance, la promotion de l'entrepreneuriat national, sur le partenariat public-privé. Aujourd'hui, le moment est venu de tirer profit de ce dispositif légal et réglementaire pour accélérer la croissance économique et la distribuer de manière un peu plus large. Voilà, l'entretien se poursuit avec Serge Seck. Merci Françoise. Professeur, en pleine campagne, le thème, le slogan de campagne, c'est continuer l'émergence. Et une certaine opinion trouve une certaine contradiction dans le terme, parce que le projet proposé par le candidat Shadary va à l'encontre même de ces slogans, continuer l'émergence, pendant que l'émergence en cours c'était 5 milliards là, et là on passe à une augmentation à plus de 100%. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour dire que nous allons continuer? Nous allons continuer parce que nous avons réalisé quoi? Je pense qu'il est utile ici de revenir au programme lui-même et non pas à des mots qui ont été placés ici ou là sur certaines affiches. Le programme qui a été présenté par le candidat Emmanuel Ramazani Shadary porte sur le thème de gagner le pari du développement et de la dignité du Congolais. Voilà. Et ce programme, il vient continuer le travail qui a été réalisé par le président Joseph Kabila et le président Laurent Désiré Kabila. Ses prédécesseurs ont réussi à maintenir le Congo un, à réunifier le territoire national. N'oublions quand même pas que jusqu'il y a quelques années, on ne pouvait pas aller de Kinshasa à Goma. Donc ça a été tout un travail de réunifier le Congo, de réunifier l'armée, de réunifier la police, réunifier l'administration publique. Et puis réunir les matériaux pour la reconstruction du Congo. C'est cela le sens de la continuité.
on ne vient pas parce qu'il y a des gens qui pensent que rien n'a été fait, et que donc il faut effacer le tableau et puis reprendre à zéro. Non. Il suffit d'attendre le discours des opposants. Ah oui, justement. Non. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Et le candidat Ramazani Shadary dit exactement ceci. Il dit ces dernières années, on a eu des taux de croissance économique intéressants, même comparés à beaucoup de pays d'Afrique ou à beaucoup de pays du monde. Mais il faut reconnaître que les Congolais disent, mais nous n'avons pas ressenti dans notre vie de tous les jours, nous n'avons pas ressenti les effets bénéfiques de cette croissance économique. Et c'est la raison pour laquelle, si vous lisez bien le programme, et il dit clairement, il faut que le Congolais ressente cette dignité. Et pour ce faire, il y a 4 éléments essentiels, 4 facteurs essentiels. Le Congolais doit se sentir protégé, lui et ses biens, par l'État. Le Congolais doit avoir accès à l'emploi et à des revenus suffisants qui lui permettent de mener une vie décente. Troisièmement, il doit avoir la garantie d'accéder aux biens publics, aux services sociaux, l'éducation, la santé. Et quatrièmement, il faut que le Congolais ressente que la RDC, la République démocratique du Congo, a un rôle géostratégique important dans la région des Grands Lacs et pourquoi pas dans le monde. Voilà les 4 facteurs essentiels qui détermineront le ressenti par le citoyen congolais de cette dignité que nous devons retrouver pleinement. Et le programme de Emmanuel Ramazani Shadary est bâti sur ces 4 facteurs essentiels, d'où les 4 axes stratégiques de la sécurité et de l'amélioration de la gouvernance publique pour mieux protéger le citoyen congolais et ses biens, de la diversification de l'économie nationale pour créer plus d'emplois et améliorer les revenus, de la lutte contre la pauvreté et de l'accès, favoriser l'accès aux services sociaux, et enfin du renforcement du rôle géostratégique de la RDC. Permettez-moi de vous arrêter avant de passer la parole à Israël, professeur. Beaucoup d'attentes de Congolais, surtout de ceux qui vont voter, c'est sur cet aspect lutte contre la pauvreté, parce que ça a été promis et ce n'est pas arrivé. Alors, vous avez rédigé, c'est-à-dire on vous concède toutes les faveurs, le pronostic est favorable eu égard à ce que vous êtes, professeur d'université, avec des gens qui sont des co-rédacteurs de ce programme. Mais comment vous devez vous y prendre? Parce qu'au-delà des théories, on attend le peuple, pour les 5 ans à venir, va attendre de réalisation concrètement. Comment vous allez transformer ces vœux, ces programmes en réalité? C'est vrai qu'il y a un budget qui a été avancé et que les gens ont accepté d'une certaine façon parce que vous êtes là notamment, mais concrètement, comment on va transformer cela en réalité? En sport, on dirait comment on va transformer l'essai. Bien, je pense que le candidat Emmanuel Ramazani Shadary a formulé son programme sous la forme d'un certain nombre d'engagements qu'il a pris. C'est des engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple congolais sur chacun de ces axes. Et je crois que là, vous m'interrogez sur l'axe qui porte sur la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, pour lutter contre la pauvreté, c'est un long processus. Ça demande beaucoup de choses à la fois. D'abord, il faut produire plus. Et deuxièmement, il faut distribuer mieux. Ce sont les 2 éléments essentiels qui permettent de lutter efficacement contre la pauvreté. Produire plus, je crois que dans ce programme, tout en disant d'emblée, le candidat dit bien d'emblée, que nous allons tirer un meilleur profit de nos rentes sur les ressources minières notamment. Vous n'avez pas été capable de le faire depuis toutes ces années, c'est ça la grande question
tirer meilleur profit de nos rentes sur les ressources minières. Ça veut dire quoi? Et là, vous comprendrez l'importance de la révision du code minier. Le code minier qui a été mis en place en 2002, qui a été promulgué en 2002, a certes permis à des investisseurs étrangers de rentrer sur le territoire de la République démocratique du Congo et de développer la production notamment du cuivre et du cobalt et d'autres produits miniers. Aujourd'hui, le Congo produit plus d'1 million de tonnes de cuivre. 1 million 200 000 tonnes de cuivre, alors qu'en 1997, on ne dépassait pas les 50 000 tonnes de cuivre. Et que le maximum de la production pendant la Deuxième République, c'était 500 000 tonnes de cuivre. Donc on produit plus, mais les ressources publiques provenant du secteur minier n'ont pas été au rendez-vous. C'est à partir de ce constat que le président Kabila a mené notamment ce combat pour réviser le code minier, de manière à ce que le pays tire plus des rentes attendues de ce secteur minier. Mais le candidat Ramazani Shadary dit, tout en tirant un meilleur profit de ces rentes, l'accent va être mis sur l'agriculture, sur l'agro-industrie et notamment aussi sur les ressources hydrauliques et environnementales et sur le tourisme. Parce que ce pays, c'est un pays à vocation touristique. Il y a donc là un effort qui est annoncé pour diversifier l'économie congolaise, parce que bon, la croissance économique aujourd'hui, elle est tirée par le secteur minier. Le secteur minier, non seulement il ne rapporte pas suffisamment d'argent à l'État, il ne produit pas suffisamment d'emplois, et donc il n'y a pas une plus large diffusion de gains économiques qui proviennent de ce secteur. Professeur, le programme, il est très ambitieux, mais le problème est que sur la mandature passée, vous étiez dans un gouvernement qui avait prévu de mobiliser 48 milliards de dollars, mais n'y est pas parvenu. Comment pensez-vous justement que sur la mandature qui va s'ouvrir bientôt, vous serez en mesure de lever ces fonds? Quand je scrute en détail les chiffres, vous dites par exemple que sur les ressources internes, vous allez faire des emprunts intérieurs de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Vous allez les lever sur le plan interne, car nous savons d'abord que sur le plan externe, vous avez prévu de lever à peu près 5 milliards de dollars. Nous ne sommes pas bien cotés par les agences de notation. On a dégringolé. Pourtant, quand vous étiez au gouvernement, on a fait du progrès. Mais nous avançons, mais nous reculons. C'est ce qu'on vous reproche. Et pour parler de la richesse qu'il faut créer, on a vu que, en termes bilantaires, de 2001 à 2018, on a amené des taux de croissance positifs. Mais le problème, c'est que ce n'est pas d'amener des taux de croissance positifs, c'est d'amener des taux de croissance positifs suffisamment élevés pour changer la dynamique de la pauvreté, de casser la pauvreté. Mais vous n'y parvenez pas, on ne fait pas de la croissance pour la croissance. Ce sont ces questions-là que les Congolais vous posent. Comment vous allez corriger ce que vous n'avez pas pu faire hier? C'est ça la grande question. Vous avez fait allusion, il est évident, 55 milliards sur 5 ans, c'est une moyenne de 11 milliards l'an. Aujourd'hui, nous sommes à, on va dire, 5 milliards en 2018 et nous avons un taux de pression fiscale d'à peu près 8%. Ça signifie que l'État n'est capable de collecter que 8% sur les richesses qui sont créées, alors que la moyenne dans les pays d'Afrique subsaharienne est de 20 à 22%. Donc, un premier effort qui doit être fait, c'est justement d'accroître la pression fiscale sans asphyxier le peu de contribuables qui aujourd'hui payent réellement les impôts. Ça signifie qu'il faut élargir la base fiscale. Et là, les pistes existent. Est-ce qu'aujourd'hui nous collectons correctement la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée? Je crois que la réponse est non. La difficulté que nous avons avec vous, justement, c'est parce que les chiffres diffèrent selon un cadre du FCC à un autre. Quand vous parlez de la pression fiscale, le ministre du Budget vous dit qu'il connaît à 15%.
pour lui, il minore le PIB à 40 milliards. D'autres cadres de l'UFCC majorent le budget à 50 milliards. Et donc, le taux fiscal varie d'un ministre à un autre. Non, je pense. Non, je vous cite là des chiffres les plus précis, que vous trouverez d'ailleurs en annexe au programme du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Et je vous cite les chiffres que vous pouvez également retrouver comme soubassement au budget 2019 qui a été promulgué il y a quelques jours. Je crois que c'est vrai, à un moment donné, on avait réussi à remonter la pression fiscale à 13-14%. On a baissé ces dernières années, ces 3-4 dernières années. Je crois qu'il faut retrouver cette tendance-là qui avait été amorcée et se rapprocher de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Il faut qu'on collecte un peu plus de ressources parce qu'autrement, comment on va financer le développement? On ne finance pas le développement par un coup de baguette magique. Il faut bien que ceux qui doivent payer les impôts, qu'ils les payent. Deuxièmement, évidemment, pour faire cet effort, le candidat prévoit dans son programme d'améliorer la qualité de l'administration publique centrale, notamment en créant des grandes directions. Est-ce que c'est normal d'avoir plusieurs régies financières? Je pense qu'on va aller vers l'unicité des régies financières, avoir une seule régie, une direction générale des revenus qui collecte les impôts les plus rentables, de manière aussi à éliminer les impôts qui aujourd'hui, ou les prélèvements qui ne sont pas du tout rentables et qui ne font que contribuer aux tracasseries dont se plaignent les agents dans les secteurs économiques. Donc il y a cet effort-là, mais il y a également, vous parlez des emprunts intérieurs. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas une bourse des valeurs mobilières? Vous regardez dans la région des Grands Lacs, vous allez au Kenya, vous allez au Rwanda, vous allez dans beaucoup de pays, vous allez au Gabon, il y a des bourses. Dans un pays qui produit 1 200 000 tonnes de cuivre, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une bourse des valeurs mobilières? Pour qu'on ait des outils qui permettent justement de financer le développement, faire des sociétés d'assurance, les caisses de sécurité sociale sont des investisseurs institutionnels auprès desquels l'État, le gouvernement central ou les gouvernements provinciaux peuvent lever des fonds en vendant des titres. Aujourd'hui, le gouvernement continue à travailler avec la modalité de la gestion sur base caisse. On ne peut pas lutter efficacement contre la pauvreté, promouvoir le développement en ne dépensant que ce qu'on a. Donc, il faut bien, et comme d'ailleurs, là, je vous donne mon point de vue personnel, en tant qu'un ancien ministre du budget, ayant conduit pendant un temps la réforme des finances publiques, telle que prévue par la loi relative aux finances publiques, de passer à des budgets programmes. Comment vous voulez qu'un ministre de l'Agriculture un ministre des Travaux publics, qui a un programme, qui sait qu'il doit construire autant de milliers de kilomètres de routes, n'ait pas les ressources dont il a besoin au début de son programme? Comment vous allez vous assurer que le programme va être exécuté dans les séquences qui ont été prévues, que les projets vont démarrer à temps et ils vont finir à temps? Non. Ce sont ces innovations-là qui sont prévues dans le programme. La gestion axée sur les résultats, mais aussi la décentralisation financière au niveau même de l'administration publique centrale qui prévoit que les gestionnaires des crédits soient les ordonnateurs. Mais vous avez été un ministre du budget, vous avez entrepris un certain nombre de réformes. Mais vous savez que les réformes ont un coût et mettent un certain temps pour donner les fruits pour lesquels elles ont été mises en place. Mais vous pensez qu'en 5 ans, vous aurez le temps de faire des réformes, trouver les financements pour mettre en place ces réformes et récolter les fruits de ces réformes en 5 ans? Mais voilà. Aujourd'hui, si Emmanuel Ramazani Shadary est élu, il ne va pas trouver un terrain vierge pour qu'il commence à débroussailler, je ne sais pas moi, à aller chercher où sont les houes, les machettes. Il va trouver un terrain qui est déjà cultivé. Là, vous parlez de ces réformes en matière de finances publiques. La loi existe. Les premières actions pour mettre en œuvre cette loi ont été lancées. Vous avez dit que le programme est ambitieux.
Je reconnais que le programme est ambitieux, mais il faut être ambitieux pour le Congo. Le Congo a justement besoin de plus d'ambition, pas de moins d'ambition. Aujourd'hui, il faut accélérer ces réformes. Les réformes ne sont pas faciles. Dans un pays aussi diversifié, linguistiquement, ethniquement, et ainsi de suite, et politiquement, les réformes ne sont pas faciles. Mais on a besoin d'un président de la République qui ne vient pas en pensant que lui va inventer la roue. On a besoin, à partir de 2019, d'un président de la République qui reconnaît le travail qui a été fait jusque-là, qui est conscient de l'ampleur des réformes qui ont été engagées, qui sait où certaines réformes ont connu des obstacles, pour les débloquer, les accélérer, de manière à ce que le pays tourne à la vitesse normale. L'ambition, c'est ce qui vous conduit, par exemple, quand je vois l'accès au logement, à ne prévoir que 10 000 logements sociaux. L'ambition, c'est ce que, quand je scrute votre programme, qui me pousse à dire que vous n'avez prévu qu'un tramway de Barumbu à Sosiman. Et enfin, à quoi servirait un salaire de 400 $ pour un officier s'il ne maîtrise pas la démographie, voilà, s'il a 10 enfants, bref, on ne va pas de la question de la corruption. Donc, vous augmentez les revenus, mais alors que la mentalité de gens n'a pas changé, ils ont 10-15 enfants, mais avec 400 $ par mois, la pauvreté sera là et la corruption continuera. Mais c'est pas le paradis que l'on dessine. On ne dit pas qu'on va éliminer tous les problèmes. On ne dit pas que en 5 ans, on fera en sorte que voilà, les gens n'auront plus 10 enfants, qu'ils auront 2 ou 3 enfants. Ça, ce sont des dynamiques démographiques qui prennent beaucoup de temps pour les stabiliser. Et d'ailleurs, je ne pense pas vraiment que nous soyons aujourd'hui dans le besoin de vouloir bousculer toutes ces démographies, plutôt toutes ces dynamiques structurelles qui sont extrêmement lourdes dans un pays où vous avez des mentalités qu'il faut faire évoluer, ainsi de suite. Le plus important, c'est de continuer l'œuvre qui a été entamée, de lui imprimer plus de vitesse et puis de lui donner une ampleur un peu plus large pour redonner aux Congolais, aux citoyens congolais, qui ressentent cette dignité, parce que nous sommes devenus un peuple qui apprécie ou qui se plaît à s'autoflageller, à faire dans l'autodérision. Nous, les Congolais, nous ne sommes rien, voilà, notre pays ne marche pas. C'est tout ce qu'on entend tous les jours. Hein, c'est tout ce qu'on entend tous les jours. Donc, il est aujourd'hui question de... Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'on entend toujours? Non, un peuple doit rester fier de ce qu'il est, quelles que soient les circonstances temporelles. En situation de guerre, en situation de détresse économique, il faut rester fier. Et quand on a perdu cette fierté, quand on s'enferme dans le doute permanent, comment vous voulez sortir de là? Vous allez attendre qui pour vous sortir de cette difficulté? Ce pays, ce peuple, il est fantastique. Ce territoire a été divisé pendant un temps. Il y avait un gouvernement au Nord Kivu, enfin dans une grande partie de l'Est du pays, il y avait un autre gouvernement au Nord-Ouest. Mais non, laissez-moi, je n'ai pas fini ma pensée. Mais pendant cette période-là, les examens d'État ont continué à être organisés. Et les diplômes d'État ont continué à être délivrés à tous les enfants. C'est fantastique, ça. Ce sont ces choses-là qu'il faut aller chercher. Les programmes de vaccination avaient continué à être administrés, même si les administrations étaient diversifiées, de telle manière qu'on n'a pas eu de rupture, par exemple, dans l'enseignement primaire et secondaire. On n'a pas eu des gens avec des diplômes délivrés par, je ne sais pas moi, le RCD ou délivré par le pouvoir du MLC. On a eu le même diplôme d'État sur l'ensemble. C'est cette volonté-là affichée par le peuple congolais de rester un. Et ce ciment-là, pour revenir à ce que vous disiez autour de tramway et ainsi de suite, le candidat Ramazani Shadary dit ceci, il dit, pour améliorer la gouvernance publique,
Il va travailler sur l'administration centrale en créant des grandes directions. C'est une façon de sanctuariser certains secteurs clés de l'administration publique centrale, dans le domaine des finances, des travaux publics, et ainsi de suite. Mais il dit aussi qu'il va stabiliser les gouvernements provinciaux. On a commencé une belle expérience de décentralisation. Elle est dans son enfance, on va dire. C'est une très bonne chose. Il y a des gouvernements des provinces qui sont nouvelles, qui n'ont même pas 5 ans, avec des assemblées provinciales qui résultent des élections de 2007. On va maintenant avoir de nouvelles assemblées provinciales. Vous avez des nouvelles quand celles qui sont là passent leur temps à être fermées, c'est que le candidat... des structures inefficaces. L'un des engagements que le candidat Ramazani Shadari a pris est celui, il dit, dès son élection, il convoquera une réunion de la conférence de gouverneurs pour clarifier la répartition des rôles entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, notamment en se référant aux articles 202, 203 et 204 de la Constitution, qui sont clairs. Et donc, le problème de logements sociaux, ce n'est pas nécessairement la question du gouvernement central, c'est également des préoccupations qui sont celles des gouvernements provinciaux et des mairies. Nous espérons qu'il y aura des élections urbaines aussi prochainement. Avant de poser ma question à Lingala, professeur, je répondis sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Mais le candidat Shadari, une fois élu, va convoquer la conférence des gouverneurs pour clarifier. Mais tout est clarifié. Vous avez été dans un gouvernement qui a géré le pays. Le conflit, c'est qu'on ne peut pas accéder au développement au niveau des bases tant que la relation entre le gouvernement central et les provinces ne sera pas respectueuse. Par exemple, en ce qui concerne la décentralisation financière, on n'a pas donné aux provinces les moyens qu'il leur est dû pour faire leur travail. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter les développements que vous dessinez très bien dans votre plan si au niveau de la base, on ne respecte pas ce qui est écrit. C'est ça le drame. Comment comptez-vous faire le candidat Shadari compte faire pour réparer ce qui n'a pas marché en ce qui concerne la décentralisation, surtout dans son aspect financier? Mais ce sont ces choses-là, justement, qu'il faut clarifier. Mais concrètement, par exemple... Mais justement, concrètement, ça veut par exemple dire ceci. C'est vrai que les budgets des provinces ont en recette leurs recettes propres, mais également les transferts provenant du gouvernement central. Ce sont ces transferts-là. 80% du budget des provinces doivent provenir du gouvernement central qui n'arrive jamais. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Pourquoi ces transferts-là n'arrivent pas? C'est que la partie qui est transférée, c'est notamment les salaires, parce que les salaires sont payés directement par le gouvernement central. Les salaires dans les secteurs à compétence exclusive de province, l'enseignement primaire et secondaire, la santé, l'agriculture, le développement rural. Bon, aujourd'hui, c'est le gouvernement central qui les paye directement en attendant la mise en place de la fonction publique provinciale. Donc voilà un chantier qui n'a pas été achevé et qu'il faut achever. Même si budgétairement, même si ces salaires sont payés aujourd'hui par le gouvernement central, mais du point de vue budgétaire, ils sont considérés comme des dépenses de province. Le problème, ce sont les transferts de crédits d'investissement, je reconnais, qui n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Ils n'arrivent pas pour la simple raison qu'il y a au niveau du gouvernement central cette contrainte-là d'une gestion sur base caisse, d'où la nécessité d'innover l'exécution budgétaire, notamment par l'accès à des fonds sur le marché financier national. Il faut quand même qu'il y ait un marché financier national pour permettre que ces transferts-là soient réguliers. Voilà les choses sur lesquelles... C'est une promesse des campagnes. C'est plus qu'une promesse. Le candidat Ramazani Shadari n'a pas fait de promesses, il a pris des engagements. C'est un engagement qu'il a pris dans les premiers mois de sa présidence, d'organiser cette première réunion de la conférence de gouverneurs pour discuter de ces questions essentielles, de manière à ce que, dans la répartition des rôles entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, que les choses soient clarifiées et que les moyens également, notamment les moyens financiers, soient disponibles. Et achever toutes les lois pour boucler la décentralisation. Bien sûr, et bien sûr. Et bien sûr, sur la fonction publique provinciale et sur d'autres lois également qui ont besoin d'être promulguées et mises en œuvre pour que cette décentralisation
soit effective. Ndeko moko kusamba okulimbisa na tuna na ngai ngala kokoba na botomboli ezali slogan campagne ndeko Ramazani Shadari pour présenter biso programme du nom FCC oyo moko aipé parmi bakomi donc to respecter un moko to ebio oza mutoma solo nde balobale ngala nde to bali tchasa mais to bama zaba bino batboti na masolo disons pour tous les cas oui ça doit continuer pendant que on ko ba mona iloko pour continuer parce que décimité pour continuer ni pauvreté et paix création de classe moyenne balaka kibiso izati et puis bon biso budget mo pour par année donc alors que tu as 5 6 donc surtout c'est moyenne à 86 ou plus ça quelque chose avec 15 de ce voilà donc yom to ba calcul pour les gangai ndeko professeur beaucoup sabiso bolo ba vérité te na programme te mutakosa moninga azate te eza makambo okosa te eza nde makambo oloba ndenge mboka ifo etambola d'abord likambo ya 86 milliards pour nayebi bozokangama na chiffre wana nayebi te soki pe ebele wapi bino kaka nde bolobaka Angola eza boye 43 milliards par an siko soki biso tolobi 86 milliards pour na 5 ans bolobi eza ebele te eza ndenge wana te me tala naloba liboso 86 milliards wana toloba bosembo na programme ya peuple congolais, citoyen congolais ayoka penza na motema na ye na nzoto na ye ke naza mwana Congo mboka na biso eza mboka monene mboka ezotambola mpona wana esengeli te l'État mbulamatari a protégé citoyen la police ezala armée esala mosala nango justice esala mosala nango lelo tozangi bapolisier lelo tozala na déficit ya bapolisier toza mpe na déficit na armée mpo bamenace ya sika ekomi koya bamenace terroriste ainsi de suite faut tocréer baunité antiterroriste tozangi bamagistrat na mboko oyo baza wana salaire na bango eza malonga te tondimi yango recruter bamagistrat ya sika nakanisa lobi 5000 magistrats sur les 5 ans donc 1000 magistrats par an a recruter basoldat ya sika 50 000 additionnels a recruter 15 000 policiers ya sika alobi abakisela bango basalaire alobi atonga asa programme ya casernement militaire po basoda bavandaka na bakamp na bandako ya bien et osenga mbongo alobi tozaki na croissance awa biso nyonso tolobi croissance économique mais bakongole balobi mais biso croissance yango soki elekeli wapi tozomona mpenza te sikoyo tobaloli mayele tolobi emonani te mpo yango ezoutaka na cuivre cobalt cuivre yango toliaka cuivre tomonaka cuivre nde na bafile électrique oyo tosombaka wana mais toliaka yango te ke euti kolwezi eye tomoni yango na zando ya mariano to na pongabi soki wapi cuivre yango mpe soki oke kotala esika baproduisaka yango omona kaka à peine quelques personnes baosala nyonso eza mécanisé ekoma informatique nini donc création d'emploi mpenza eza te yango lelo à part non seulement que cuivre wana ezotekama mingi cobalt ezotekama quand même mpe mosolo mpe ekota na kese ya leta mpo ekoti mpe mingi te ekoti te mpo na code minier wana epesaki baavantage ebele na baentreprise minière bitumba wana mingi peut-être bacomprendre yango te lelo baentreprise minière wana baza balobi bamema biso na tribunal international mpo na question ya baressource na biso ressource wana eza ya Congo ya bacongolais yo oye na mbongo oye na technologie toboyi te mais nous aussi il faut qu'on se retrouve donc omoni so tolobi tomo eloko moko esalemi non il y a
dans ce programme de l'humilité aussi. Il n'y a pas que de l'ambition, il y a aussi de l'humilité. Tondimi, tolobi, tonito salam, koleka oto salaki, mais tondimi peke oto salaki, mususu pe tambolaki malamute. Moi, je suis question dans programme en français. Tu peux expliquer dans la na programme qui est dans bien, na voté Chadar et Popo, lobby na bien, bien. Est-ce que ça m'a dit? Ce qui peut ça n'a pas raison pour na beaucoup adhérer na programme pour moi il a voté Chadar et lobby. Combien on a dans français du boulot, la campus kuna donc m'expliquer des choses sur vous, to beta mokati. Expliquer des choses. Pour ni na voté pour pas na les années na kati. Au moins yo zandi na bumbu. Pour vivre aux ala bien na bumbu. Il faut commune na yo ezala bien na bumbu wana. Commune ya bumbu ezala bien gérée. C'est-à-dire mikakatano kozana na bumbu ezala ya nzela ezala ya nini. Mususu etali bourgmestre. Mususu etali le maire de la ville ou dans le cas de Kinshasa le gouverneur de la ville. Kasi yango candidat Ramazani Aloubi na ba premier mois soka comme président a obenga une grande réunion à la conférence de gouverneurs. La conférence de gouverneurs est prévue dans la constitution de Bissau. Loi Mobimbezali est organisée à la conférence de gouverneurs. A obenga conférence de gouverneurs pour tosilisa likambwana ya relation makambo etali mbongo entre gouvernement central na ba gouvernement provinciaux. Ezande qui enquêté ezali nde na lobanini totelemaki nde mingi place moko boye tokomaki ntina suka te totelemaki mpo ani totelemaki mpo tobosana te jusqu'en 2010 dette publique na biso ezalaki 13-14 milliards de dollars 2010. Point d'achèvement tobosana bana Congo tobosana le mingi voilà. Tobosana point d'achèvement. Point d'achèvement wana efasa 9 milliards et kenda. Sikoyo tango to efase wana tokomangi nde ko banga kokota sunyongo. Tobosana te. Soko tali na nzinga ya Congo ba état voisin mingi bazolela mikolo na endettement. Biso zana problème endettement wana te. Lelo. Le président Kabila laisse un pays sous-endetté. Il va laisser un État sous-endetté. Il ngolo bake tozana marge pour tourner lokasu mwambongo. Omoni ko banga wana ya ko kota suna nyongo. Yango ne komaki gouvernement central ezalaki kaka mbongo kaka oye kotinde yango ako dépenser. Mais développement ko tombola mboka esengaka mwa courage. Courage wana nde yango Une dernière question de Israël, parce qu'on est en train d'atterrir. Merci. Prof, en français, pourquoi votre programme, quand vous le comparez au programme par exemple de Namouka, à peu près 120 milliards de dollars, quand vous le comparez au programme de Félix Tshisekedi, à peu près le même chiffre que le vôtre, mais c'est lui l'a mis sur 10 ans, quand vous le comparez à Noël Tchani qui parle de 800 milliards de dollars. Comment vous situez votre programme par rapport aux autres programmes? Et enfin, la dernière question, c'est surtout aussi les privilèges et l'impunité dans ce pays qui est décrit par les Congolais. C'est la corruption, le boulage de recettes. Vous en avez fait quand vous étiez ministre, un de vos chevals de bataille. Donc, qu'en est-il dans ce programme? Est-ce que va-t-on vraiment lutter contre la corruption? Par rapport à votre première question sur cette guerre de chiffres, elle n'est pas très... Le plus important, c'est le contenu du programme. Vous savez, vous pouvez annoncer des grands chiffres qui sont assis sur un programme faible, qui n'a pas de contenu réel, qui va pas... Donc, moi, je pense que le débat, il faut le mener, non pas sur 86 contre 120 contre 800, mais le contenu du programme. Et j'espère qu'au cours de cet entretien, j'ai pu vous donner un peu plus d'éclaircissement sur quel est...
l'objectif ultime du programme de Emmanuel Ramazani Shadary et quelles sont les articulations de ce programme. Maintenant, sur votre deuxième question, je pense qu'elle a trait au... Lorsque le candidat Ramazani Shadary a présenté son programme au Pullman Hotel, j'étais dans la salle et je crois que l'assistance, qui était quand même largement composée d'adhérents au FCC, a chaleureusement applaudi lorsqu'il a énoncé son engagement pour une lutte sans merci contre l'impunité, contre la corruption, contre tous ces maux qui nous gangrènent, contre le coulage de recettes, c'est vrai. Et pour cela, il dit aussi, il faut d'abord une justice juste. Cet engagement avait été pris au plus haut niveau par le chef de l'État les années précédentes, mais... Oui, quand au niveau du chef de l'État ça n'a pas marché, c'est pas au niveau de... Ne concluons pas trop vite. Ne disons pas trop vite, voilà, ça n'a pas marché. Regardez quand même, lorsque le président Kabila accède à la magistrature suprême en 2001, le premier budget qui est présenté, il est de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars en 2001. L'année suivante, en 2002, on est à 560 millions de dollars. On vient quand même de là. Mais que des chiffres. C'est pas que... Attendez, c'est pas que des chiffres. 2001. Vous faites quoi avec 300 millions de dollars? Vous faites quoi? 300 millions de dollars. Professeur, excusez-moi, nous allons terminer. Oui. Nous allons parler de la dignité de l'homme congolais. Selon vous, pourquoi il y a ce scepticisme dans l'opinion qui, dans une certaine mesure, a peur de faire confiance à la continuité, à ceux qui ont du mal à recruter des policiers, à payer ceux qui sont là, à sécuriser les Congolais, à créer des emplois et veulent rester au pouvoir? Dites-leur quelque chose parce que nous allons terminer. Ce débat sur la continuité, en réalité, à mon avis, c'est un faux débat. Parce que, quelle est l'alternative? On va effacer quoi? On veut revenir à quoi? On veut rompre par rapport à quoi? Il y a deux ou trois lois organiques qui ont été prises en 2011 pour réorganiser l'armée et les services de sécurité. La mise en œuvre a commencé. Les zones de défense ont été mises en place. La formation de nouvelles unités a donné déjà ses fruits. On a vu ça pendant la guerre contre le M23. Aujourd'hui, nos troupes sont quand même plus aguerries, mieux habillées, mieux équipées. Non, ne dramatisons pas, parce que si vous allez dans la région et vous allez comparer, vous savez, parfois, je parlais de ce cynisme-là, de cette autodérision. Il y a des États voisins qui sont producteurs de pétrole dans lesquels on a des arriérés de salaire de la fonction publique. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, des arriérés, voilà, du pays voisin, producteurs de pétrole, où les salaires de la fonction publique ne sont pas payés régulièrement. Ici, ils sont payés régulièrement. Ils sont pas suffisants, on le consent. Et l'engagement est pris pour améliorer le niveau des salaires sur la durée. Pas en une année, mais sur la durée. Donc, ne demandez pas à Emmanuel Ramazani Shadary de venir dire « le président Joseph Kabila n'a rien fait ». Non, c'est sous le mandat du président Joseph Kabila qu'on a évité la désintégration de ce pays. C'est sous ce mandat qu'on a rebâti l'armée. C'est sous ce mandat qu'on a rebâti la police. Je vous demanderai un jour d'aller visiter les installations du commissariat général de la police, de voir le travail qui a été fait pour avoir une police moderne. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est sous ce mandat que l'administration publique a été réunifiée. C'est sous ce mandat qu'on a lancé un programme de réforme de l'administration publique, aujourd'hui avec une école nationale de l'administration qui commence à former des jeunes. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir des jeunes Congolais qui sortent de l'université, qui veulent aller dans l'administration publique et donc vont s'inscrire à l'ENA.
C'est ce travail-là qu'il faut continuer, c'est cet élan-là qu'il faut poursuivre. Merci professeur, vous avez mis 17 ans pour rassembler tout ce matériel. Maintenant, vous allez construire et lever des murs. Oui. Madame, Messieurs, nous avons fait notre part. Certainement, vous avez eu l'occasion de comprendre avec cet échange les contenus du programme ambitieux d'Emmanuel Shadari à travers notre invité, le professeur Daniel Mokoko Samba, qui est l'un des rédacteurs qui a participé dans la cellule qui a eu la charge de présenter ce programme pour le candidat du FCC. À vous de faire le choix et c'est dans quelques jours. Merci et à très bientôt.